Entrée en photographie. Réflexion sur l'art de Christelle Léris, écrit par Sam Bassu. Traduction française par Jérôme Felin. Lu par Benoît Lelièvre. Édité par Arzo Éditions avec 4 photographies de Christelle Léris. Chapitre 2. Paysage de l'agoraphobie. Je rencontre Christelle à un vernissage au mélange habituel de personnes que l'on connaît, avec d'autres qui sont venus spécialement pour l'exposition. Je vais au bar chercher une bière. Lorsque je reviens, je rejoins Christelle et j'écoute la conversation qu'elle tient. Elle essaie d'expliquer ce qu'elle fait dans son travail à un groupe de visiteurs intéressés et donne les habituelles explications introductives. Je n'écoute pas vraiment, jusqu'à ce que je lui entende dire que son travail est lié au paysage. Tout au long des semaines pendant lesquelles nous avons travaillé ensemble, nous avons parlé de beaucoup d'aspects dans son approche de la photographie et de l'art, et nous les avons travaillés. Mais je n'ai jamais pensé à sa pratique artistique en termes de paysage. Le paysage pour moi est un terme historique qui a un niveau critique faible. Il y a quelque chose que je n'aime pas dans ce mot, et je suis surpris et déçu que Christelle l'emploie pour décrire son travail. À coup sûr, elle devrait être rétive à l'emploi de ces mots galvaudés qui pourraient au mieux enfermer son œuvre en lui offrant une voie d'entrée commode. Je considère le paysage comme un concept permettant d'apprécier la nature comme sujet. Cela ne me semble pas un terme efficient, à moins qu'il ne soit modifié par d'autres lentilles. Je suppose que Christelle offre juste une échelle à grimper pour pénétrer dans son travail, échelle qui pourrait être ensuite basculée du pied. Quelque chose à maintenir fermement, quand quelqu'un se débat avec ce qui est plus complexe et plus intéressant. Quelque chose que plus tard, on abandonnerait et ne garderait pas en mémoire. Jusqu'à ce que je me souvienne qu'un des termes que j'emploie fréquemment à propos de son travail est celui d'horizon. Une idée qui recoupe l'horizon de ce qui peut être connu et de ce qui reste inconnu. L'horizon du présent et du futur, du visible et de l'invisible. Ces horizons très perméables qui constituent un paysage. Et bien sûr, on ne peut échapper à la présence de quelques espaces dans le travail de Christelle, qui fait éclore le paysage, mais possède les caractéristiques d'une matrice. Plus tard, ce même mois, je suis invité à dîner avec Christelle et une de ses amies, M. Elle ne vit pas très loin de chez nous et à ce moment-là, elle étudie la psychologie. Il fait encore assez chaud pour manger dehors, aussi sommes-nous assis dans la petite cour, tandis que le soleil décline. Nous allumons les bougies, une à une, alors que la nuit tombe. M fait ses études à Toulouse, mais elle revient sur le plateau quand elle peut. Elle veut rester en connexion avec ces collines silencieuses. Peut-être ouvrira-t-elle un cabinet ici plus tard. On boit quelques verres de vin. Je plaisante avec Christelle sur la possibilité qu'elle soit une artiste du paysage, et M commence à parler de l'article qu'elle écrit sur l'agoraphobie, la peur des grands espaces et des lieux de rassemblement. Elle décrit ces mécanismes et ceux qui font surgir d'autres phobies apparentées, comme la claustrophobie, le vertige et la lygophobie, la peur du noir. L'agoraphobe va à la rencontre de l'espace du dehors de manière très différente de l'expérience commune des espaces ruraux et urbains. Là où je peux facilement sortir, sans avoir à affronter aucun changement dans la perception de mon intégrité corporelle, l'agoraphobe doit composer avec un espace fragmenté, porteur d'une menace indéfinie. Pour lui, ce sont des géographies traîtresses et sans matérialité, qui à tout moment peuvent engendrer la panique et la peur d'une mort imminente. Mais d'où vient la confiance de celui qui n'est pas agoraphobe ? Sur quoi est fondé et constitué son sens de l'intégrité physique et de son appartenance à l'espace public ? Y a-t-il une possibilité que ce rapport à l'espace public ne soit pas qu'une simple question de santé mentale, mais puisse nous révéler la nature de ces espaces ouverts ? Comment ils se sont développés et modifiés dans la période moderne ? Et comment ils continuent à se développer dans le monde contemporain ? Pas toujours pour le meilleur. Si nous nous plaçons dans la perspective de l'agoraphobe, serons-nous capables d'accéder à l'équilibre incertain des libertés sociales,
dont les données sont indexées dans nos espaces publics et personnels, tout en admettant la contingence de notre être. Autour de la petite table dans la cour, entourée d'une poignée de bougies, nous évoquons la possibilité d'une méthode agoraphobe critique. Un rapport au paysage qui offrirait une nouvelle acception à cette notion dans l'histoire de l'art. Loin de constituer un arrière-plan nostalgique à la vie humaine, il deviendrait quelque chose qui s'entremêle à nous, qui nous intégrerait dans sa cartographie mouvante. Nous parlons du travail de Christelle non comme un symptôme d'agoraphobie, mais comme une approche structurée, d'une combinaison entre une représentation de l'espace et la vision organisée mais parcellaire du spectateur, lui permettant d'échapper à la relation figée entre corps et sol, nature et culture, état sauvage et civilisation. On prolonge ainsi ce rapport entre l'observateur et l'observé. Les photographies de Christelle ne sont pas une image ou un énoncé montrant l'état transitoire d'un objet, d'un environnement, d'un paysage dépeint, que nous observerions dans la photographie, mais les relations entre eux vues à travers le prisme de l'observatrice et de son appareil qui opère la jonction. C'est ainsi que j'imagine le tout début de la photographie, comme un moment où le futur de la photographie n'est même pas envisagé. J'imagine la fragilité de cette expérience, la fascination exercée sur le scientifique lorsque sa recherche devient un procédé et une technologie. Je l'imagine à travers un prisme diffractant la physique, la chimie, la technique, les essais et le hasard. Tout ceci avant même que cela devienne une machine à fabriquer des images. Ici, nous nous retrouvons à l'endroit où cette histoire aurait dû commencer. Un début imaginaire face à une fenêtre, parce qu'elle est le point le plus lumineux de la pièce, non parce qu'elle offre un point de vue. Ce début se dissipe rapidement, quelque chose de poétique naît de cette expérience. Les flous, les ombres, les frémissements, le grain qui fait la texture des images de Christelle s'affranchissent des règles contemporaines sur la focalisation et le détail, et nous renvoient au concept bien plus fragile de la photographie comme dispositif. La soirée touche à sa fin et je décide de rentrer. Une lourde couverture nuageuse rend la nuit très sombre. Après avoir quitté la protection de l'éclairage de rue dans le village, les deux ovales de mes phares me révèlent un monde rétréci. C'est tout ce que je peux distinguer à présent. En conduisant, je passe en revue tout ce dont nous avons parlé. La route serpente à travers champs, mais je n'y prête pas attention, car j'emprunte souvent ce chemin-ci, très peu fréquenté par ailleurs. Je me contente de recenser mentalement les points abordés dans notre conversation. Soudain, un cerf surgit d'une haie. Je dévie et dérape dans un fossé, mais malgré cela, le cerf, en fonçant, est venu heurter le côté de la voiture. Je sais que je ne l'ai pas tué, mais pire, je crains d'avoir sévèrement blessé cette créature et de devoir la tuer. Je sors de la voiture et je marche vers l'arrière, à l'endroit où je pense qu'a eu la collision. Mais il fait si sombre que je ne vois rien. Les champs des deux côtés ne sont que ténèbres informes. Et peut-être que dans ces ténèbres, un animal souffre. Je ne peux rien voir, je n'ai aucune assurance. Et que ferais-je si je trouvais cet animal blessé ? Serais-je capable de le tuer pour mettre fin à ses souffrances ? Serais-je capable de l'étrangler, d'écraser sa tête avec une pierre ou de le tirer jusque sur la route et rouler dessus à nouveau ? Mes pensées se précipitent sans guère de réflexion sensée. Il n'y a rien, aucun signe de quoi que ce soit. Ni sang, ni empreinte, ni son. Je retourne dans la voiture et conduis lentement jusque chez moi. Je me rends compte, sans une once de plaisir, que ceci est le paysage que Christelle nous ouvre. Non pas un paysage qui nous autorise à l'immortaliser, pour faire aisément l'expérience de ses limites, mais quelque chose qui menace toujours de vous engloutir dans son horizon douloureux et privé de sens. Alors je commençais à voir pourquoi je me méfie de l'idée de paysage, et à quel moment le travail de Christelle rompt avec elle.
me vint l'idée que dans le paysage nous présentons une scène dans sa globalité, avec un arrière-plan achevé, qui alors reflète notre propre globalité et la complétude de notre être. C'est une image, une représentation de nous-mêmes et de nos corps, comme l'endroit d'une expérience intégrale et bénigne, auquel le spectateur peut accéder et où les orienter en maître. Mais en réalité, nous, nos corps, sommes l'endroit d'étranges expériences d'aliénation. Les corps peuvent devenir l'objet de soupçons et de trahisons potentielles, de pensées fragmentées et de terreurs, bouleversant notre impression de cohésion interne. Notre représentation d'un monde qui reflète avec bienveillance notre domination et que nous projetons sur lui est une représentation trompeuse. À l'intérieur d'un paysage classique, la structuration de l'espace qui se déploie avec ses paysages vallonnés et ses montagnes traîtresses est toujours présentée comme transparente et allant de soi. Mais au sein de l'œuvre de Christelle, la structure de l'espace est altérée par notre angoisse et les rapports que l'on entretient avec elle. Notre rapport à nous-mêmes est morcelé à travers une forme désintégrée, il n'a pas d'unité. La notion de paysage à laquelle je résistais était celle qui fixait les limites d'un lieu, si bien qu'il devenait réduit à un arrière-plan passif. C'est une stratégie pour exclure la contingence du monde du dehors. C'est une stratégie pour exclure le dérèglement du lieu et de la spatialité et l'incarnation de soi qui en dépend. Aussi, ce soir-là, lorsque je rentrais du dîner avec Christelle et M, je pris conscience du rôle important que joue l'angoisse dans la compréhension de l'endroit où nous sommes. L'angoisse n'est pas juste un sentiment parmi d'autres. C'est un sentiment qui joue là où le sens commun des choses s'évanouit, vous laissant décentrer, et cependant capable de découvrir votre être d'une autre manière. Je me sens mal à l'aise parce que le monde se révèle dans son étrangeté. Contrairement à la peur, l'anxiété n'a pas d'objet défini. La peur est habituellement spatialisée, comme la peur de quelque chose, tandis que l'angoisse peut être omniprésente. L'angoisse est une expérience de transformation. Elle nous rend perspicaces, aptes à distinguer des structures plus fondamentales. À travers l'angoisse, je prends conscience du rôle que je joue dans la construction du sens des choses. Mes phobies apparaissent en relation avec l'instabilité et la contingence du sens. Cependant, dans le travail de Christelle, l'angoisse n'est pas posée là comme un avertissement à ne pas aller plus loin, pour se faire l'écho ou renforcer notre appréhension des dangers de ce monde. L'angoisse que je place dans ces photographies est une angoisse de la contingence. Ce qui veut dire que ce monde aurait pu être différent, qu'il peut être différent. Elle monte, parce que ce monde aurait pu signifier autre chose. C'est une angoisse de la liberté et des potentialités, même si elle doit rester une liberté sous-tendue par l'expérience de l'aliénation. Radio Coop.